Nous recevons de nouveau Madame Hani Khaddaj. Vous la connaissez, en tout cas la plupart d'entre vous. Ce n'est pas la première fois qu'elle se produit à notre tribune. Hani Khaddaj est professeure émérite de littérature et langue française. Elle est spécialiste du XVIIIe siècle, Diderot, l'encyclopédie et le trio qui reste. Je crois que, à ce titre, elle est la collègue de ces Abdjil. Mais comme c'est Abdjil aussi, Hani Khaddaj s'intéresse à toujours un regard tourné vers la littérature francophone, la littérature maghrébine, la littérature tunisienne surtout. Elle est l'auteur de la première anthologie sur la poésie tunisienne, publiée dans les années 80 chez l'Harmattan. Elle continue de s'intéresser à cette littérature. Et pour son nouveau livre, Littérature en thérapie, moi je n'ai qu'une seule question à lui poser. Il y en aura d'autres peut-être, mais pourquoi ce livre? Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Je me réjouis encore une fois de parler face à cette illustre assemblée. Et d'autant plus, je me réjouis d'autant plus que c'est dans un club qui porte le nom d'une femme, Boshra Khair. Donc ça me fait encore plus plaisir de parler de littérature et des expériences féminines. Je suis spécialiste du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. J'ai fait ma thèse d'État sur Diderot, c'est vrai. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres questions qui étaient importantes et qu'il fallait soulever tout au long de ma carrière. Et j'ai créé un groupe de recherche qui s'intitule Femmes en Méditerranée. Et grâce à ce groupe, j'ai pu toucher à beaucoup de questions sur les femmes. Et je me rappelle la première fois où j'étais invitée à l'étranger, et notamment à l'université de Washington, je pensais que j'allais parler du 18e de Diderot. Je venais de soutenir ma thèse, j'étais fière d'avoir fait une thèse sur Diderot à la Sorbonne. C'était la première thèse d'État qui a été soutenue. Et oui, c'était la première thèse d'État soutenue en langue française, en lettres françaises. Et alors justement, non, ils m'ont demandé de parler de la femme, des femmes du Maghreb. Et le titre de la conférence était Les femmes du Maghreb parlent. Et moi j'étais étonnée qu'on me demande de parler de ça. Ils étaient tellement étonnés de voir une femme parler de littérature et tout. Ils voulaient savoir comment sont ces femmes. Alors du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions et chaque fois on me pose la question sur les femmes. Et en plus, je sais que, par exemple, j'ai dédié ce livre à ma mère. Et j'écris dans l'épitaphe, j'écris à ma mère privée d'école à l'âge de la puberté. Ma mère, quand elle était à l'école c'était l'école des bonnes sœurs à l'école à l'époque, et quand elle a eu 800 ans, elle n'a plus fréquenter l'école parce que ses frères, sa famille, tout ça, ils ne voulaient pas du tout la voir sortir dans la rue et puis aller à l'école. Donc elle est restée malheureuse toute sa vie et toute sa vie elle nous a
poussé nous autres, ces filles, à étudier. C'était le seul mot qu'on entendait à la maison, c'était Aqra, Aqra, Aqra. C'était vraiment presque une litanie de tous les jours. Donc je l'ai dédié à ma mère parce que j'ai trouvé que c'était quand même... Et puis je l'ai fait préfacer par ma fille. J'aurais pu la faire préfacer par beaucoup d'auteurs prestigieux, connus, etc. Mais je préférais demander à ma fille de préfacer parce qu'elle est anthropologue, elle est cinéaste. Et j'ai trouvé que la transition entre ma mère qui n'a pas pu faire d'études, moi qui me suis accrochée et j'ai pu avoir ma thèse et tout, et ma fille qui se lance vers d'autres horizons, je trouvais que la filiation était intéressante et voilà. Donc voilà pourquoi ce livre. Et puis bon, comment c'est arrivé, comment j'ai pu, je vais l'expliquer là dans la conférence. En fait, j'ai touché à beaucoup de questions et à chaque fois les conférences que je pouvais faire à Tunis ou à l'étranger touchaient à plusieurs questions mais qui n'étaient pas reliées les unes aux autres. C'était des questions qui allaient un peu dans tous les sens. Et c'est justement à la retraite, c'est le bon côté de la retraite, on a le temps, on a du recul et on voit les choses de loin et on se dit mais pourquoi j'ai apporté cette question? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'essaie de comprendre? Et finalement j'ai trouvé un fil conducteur. Et ce fil conducteur qui est celui justement de la thérapie, c'est littérature en thérapie, c'est une littérature qui se veut thérapeutique. Et ce fil m'a permis de faire le lien entre tout ce que j'ai pu aborder comme question, tout ce que j'ai pu faire comme conférence. Et ce livre est un ensemble donc, de textes qui sont le résultat de ces lectures et de ces recherches. Le livre, donc, c'est Littérature en thérapie, publié donc, en 2023. Et le sous-titre, c'est Expérience littéraire des femmes du Maghreb. J'expliquerai pourquoi en thérapie, parce que c'est un processus en marche. Et ces expériences littéraires, c'est pas une critique de la littérature maghrébine, non, c'est vraiment des expériences donc, qui touchent à plusieurs domaines. Donc ça peut être des romans, de la poésie, des blogs, des articles, des engagements, etc. Donc c'est vraiment des expériences. Alors en sommaire, voilà, j'ai mis quelques têtes de chapitre, images des femmes du Maghreb jusqu'au XIXe siècle, les fractions du harem au XIXe, les femmes du Maghreb parlent, absence des femmes chez les historiens arabes, écrire l'histoire au féminin, penser l'islam au féminin, et le Maghreb à l'heure de MeToo. Et puis, pour ne pas conclure, bien sûr, parce que le processus continue, il est encore en marche. Donc je ne conclue pas. Donc en introduction, je pose la question donc, méthodologique, qui est le lien qu'on peut établir entre littérature et thérapie. Parce qu'en général, quand on pense à littérature, on pense à des choses plutôt pour soit distraire, soit pour rêver, soit pour aller dans des mondes fictionnels ou de la fiction ou bien du policier. On pense à beaucoup de choses. Alors, je rappelle que dans l'Antiquité, pour Platon, le pharmacon, c'est l'écriture qui apparaît comme remède, à la fois remède et poison. La littérature. Le pharmacon, c'est ça. C'est l'écriture qui apparaît comme remède et poison. De son côté, la littérature contemporaine cherche à sortir du régime esthétique de la littérature et devient thérapie, c'est-à-dire c'est ainsi que l'on voit l'émergence d'une littérature que l'on peut qualifier de thérapeutique, de l'écriture et de la lecture, d'une littérature qui guérit, qui soigne, qui aide, qui au moins fait du bien. C'est ce qu'écrit Alexandre Géffen dans Réparer le monde.
paru en 2017. Donc je pars de cette idée d'une littérature qui soigne, qui guérit, et j'essaie d'approfondir, de comprendre comment cette écriture, comme thérapeutique, comme clinique du monde social ou comme instrument du développement personnel, comment cette littérature contemporaine se veut non une fin en soi, mais un dispositif destiné à opérer sur les consciences et les cœurs. L'idée d'une fonction réparatrice de l'écriture et de la lecture aussi, puisque moi j'aborde ça en tant que lectrice, la promesse d'une littérature qui guérirait, qui aiderait. Donc il y a là une sorte de résilience. Donc je pars aussi de l'idée de résilience qui est aussi sous-jacente dans cette recherche. Elle prend soin des oubliés de la grande histoire, des communautés et des groupes ravagés. C'est sur cette idée de la littérature que nous essayerons d'aborder à propos des écritures féminines francophones au Maghreb. Donc je dis bien que ça se limitera aux écritures francophones ou à quelques traductions qui concernent le sujet. Mais je n'aborderai pas la littérature arabe. Alors, quand il s'agit de littérature féminine francophone au Maghreb, la littérature a vu le jour durant la colonisation, la littérature maghrébine, dès les années 1920. Il faut attendre 1947 pour voir publier les premières écrivaines, d'abord en Algérie, puisque c'était le premier pays colonisé, puis au Maroc, et à partir de 1975, en Tunisie. C'est ainsi que j'ai pu d'ailleurs écrire cette anthologie de la poésie tunisienne. Cette étude se limite à la littérature francophone des femmes musulmanes dans les 3 pays, parce que évidemment on pourrait aussi l'étendre aux femmes de religion judaïque ou chrétienne. Reste à étudier la littérature des femmes en arabe, en berbère, ainsi que la littérature judéo-maghrébine. Ça, c'est un autre sujet. C'est d'autres problématiques qui sont soulevées. Donc je les aborderai, je ne les ai pas abordées dans ce livre. Donc jusqu'au XIXe siècle, quelles sont les images que l'on a des femmes du Maghreb? Eh bien, ces images sont rapportées dans la littérature francophone toujours, par les auteurs, les voyageurs surtout, et les pères rédempteurs. Pour les pères rédempteurs et les captifs du XVIIe, XVIIIe siècle, le Maghreb est un véritable lupanar, où il n'y a que lubricité et vice. Donc vous voyez que les femmes vont pour jouir, c'est tout. Il condamne sans réserve musulmanes, convertis et chrétiens corrompus. Les récits des voyageurs savants constatent les différences culturelles, ce qui donne à leurs observations valeur de pamphlet. Les revendications en faveur des malheureuses femmes arabes opprimées paraissent un thème obligé de la littérature. Ce n'est pas Saad Jalil qui me contredira, puisque lui-même a fait une thèse sur cette question. Denis Brahimi en parle aussi. Pour les voyageurs du 19e, la polygamie est le seul trait qui les intéresse. Instrument de plaisir, car l'homme musulman exige qu'elle n'ait pas une idée dans la tête. Donc, la femme, c'est un objet. Les fractions du harem au 19e siècle. Donc, au 19e siècle, c'est toujours cette période coloniale, et notamment de la colonie algérienne. Le regard colonial, image de la femme recluse. C'est l'image que l'on a, c'est la femme recluse. Et nous connaissons tous ce tableau de Delacroix, femme d'Alger dans leur appartement, où c'est la première fois qu'un étranger arrive à entrer dans un harem et à faire cette peinture où on nous montre des femmes donc lascives, recluses, servies par une négresse, en train de fumer le narguilé, etc. Et de la même façon, les photographes. Il y a eu 2 photographes allemands qui sont venus en Tunisie aussi, Lehner et Landrock. Ils vont montrer toujours ces femmes derrière des barreaux, des femmes à l'intérieur, toujours des femmes qui l'art d'aimer aux colonies. C'est pour donner aussi cette envie
aux jeunes d'aller aux colonies parce qu'ils vont trouver ces femmes qui sont des objets de désir. En littérature coloniale, on va trouver deux tendances. C'est la tendance qui cherche à entretenir l'image de l'odalisque, comme par exemple l'ouvrage de Madame Petitjardin, et puis il y a les ouvrages qui cherchent à émanciper les filles en créant des écoles. En créant des écoles, par exemple les musulmanes de Charles Géniaux, et leur but c'était sauver les femmes grâce à l'éducation. Donc dans le sillage de la politique d'enseignement obligatoire de la Troisième République, on voit l'ouverture d'écoles pour filles musulmanes dans les 3 pays du Maghreb. Elles sont de 2 ordres, celles dirigées par des congrégations religieuses et celles qui dépendent du système éducatif privé ou public. On connaît tous les bonnes sœurs qui enseignaient aux filles, et puis par exemple le collège Louise René Millet, c'était au départ privé, qui est devenu la rue Pacha par la suite. Donc l'enseignement est dispensé en langue française ou en bilingue, en langue arabe et française. Alors, à partir du moment où les filles sont scolarisées, elles vont elles-mêmes prendre la parole, prendre surtout la plume, parce que la parole sera difficile. La première génération commence à s'exprimer dès la deuxième moitié du XXe siècle. C'est l'émergence d'une littérature qui révèle le quotidien des femmes, parce qu'elles commencent à écrire, elles écrivent ce qu'elles savent, donc c'est leur vie de tous les jours, les travaux et les jours, mais aussi les désirs de savoir et d'être. Cette littérature en langue française va permettre de dire ce qu'il est impossible de dire en arabe, instrument de libération. Par exemple, Essia Djebar dit dans ses voix qui m'assiègent: j'ai utilisé jusque-là la langue française comme voile, voile sur ma personne, voile sur mon corps de femme, je pourrais dire voile sur ma propre voix. Pourquoi? Parce que la langue française lui permettait de dire ce qu'en arabe elle ne peut pas dire. Donc c'est un voile. Mais cette langue française a bien sûr des limites. Je parle maintenant de ces limites. Dans un premier temps, la langue française cherche à exprimer l'interdit, mais très vite, elle devient langue marâtre. C'est ce que dit Djebar, qui s'oppose à la langue maternelle. Il y a tout de suite un hiatus entre la langue maternelle et la langue française, et elle ne permet pas de dire tout ce qu'on veut, et notamment, elle ne permet pas de dire l'amour. Elle apparaît incapable d'exprimer le moi intime et profond. Et elle donne l'exemple, par exemple, d'un jeune homme qui courtise une jeune fille qui lui dit Pilou chérie, et dit moi je ne pourrai jamais dire ça en arabe, on ne pourra jamais dire ça entre nous, donc il faut dire Ya Habibi, il y a d'autres mots qui expriment l'intime, la langue française ne permet pas. C'est ainsi que s'introduit d'autres langues, donc la langue arabe et la langue berbère dans la littérature, c'est-à-dire dans le texte il y a des mots qui sont soit en arabe, soit en berbère. Par exemple, on trouve des mots comme Yarti, Ya Habibi, et puis on trouve des chansons d'amour de Kalthoum, de Abd Halim Hafez. On trouve ça dans le livre de Sonia Chemri, Leïla ou la femme de l'aube, où elle cite tous les passages qu'elle traduit, bien sûr, mais qu'elle les cite, elle dit, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Elle a besoin de le dire en arabe. Elle ne peut pas le dire en français. Alors, se posent alors d'autres questions. C'est-à-dire que, comme j'ai dit au début, c'est en thérapie, c'est-à-dire, au début, on parle du ménage, de la cuisine, de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sait. Puis petit à petit, on va s'interroger sur la langue, on va utiliser cette langue pour s'exprimer, pour dire ses désirs. Et puis tout d'un coup, il y a évidemment les connaissances aidant et les lectures aussi des femmes. On va s'interroger sur l'histoire.
Quelle est la place des femmes dans l'histoire arabe? Les femmes du Maghreb ont-elles une histoire? Il y a déjà un livre qui a été écrit sur les Tunisiennes, ont-elles une histoire? Cette question a été posée par l'historienne française Michèle Perrault, qui se trouve aussi posée par les femmes du Maghreb. Triste constat, les livres d'histoire font l'impasse sur l'histoire des femmes. De là, les découvertes de Fatima Mernissi sur les femmes avant et après l'avènement de l'islam. Elle va essayer de voir comment étaient les femmes avant l'islam et pendant et après et pendant l'islam. Et de la même façon, Assia Djebar écrit aussi les femmes de Médine. Les femmes de Médine, où elle écrit aussi les sultanes oubliées. Voilà, le titre est déjà significatif. Les femmes de Médine, on n'en parle pas. Elle parle par exemple lorsque le prophète est mort, on parlait de la succession, les hommes étaient réunis dans la scrifa, etc. Et les femmes, c'est elles qui ont pleuré le prophète, c'est elles qui étaient là, mais personne n'en parle, il n'y a rien, on ne parle pas de ça. Et les sultanes oubliées également, sultanes au Caire. Donc cette omission des femmes se perpétue jusqu'au XXe siècle, puisqu'on découvre que les femmes qui ont participé à la guerre d'Algérie se sont retrouvées, dès l'indépendance, évacuées. Non seulement de la scène publique, on leur a dit allez vous rentrez chez vous maintenant, alors qu'elles ont beaucoup souffert et elles ont fait énormément, mais aussi elles sont évacuées des livres d'histoire. Donc là, il y a une vraie question qui se pose. Donc, et les femmes se mettent donc à dire non, nous on va écrire notre histoire, l'histoire au féminin. Et là encore, c'est un processus qui est en marche. Dès lors, ce sont les femmes qui prennent en charge l'écriture de l'histoire. Donc elles vont écrire sur les combattantes de l'ombre durant la guerre d'Algérie, durant la décennie noire, durant le Hirak, le printemps de Tunis et les députés de l'Assemblée nationale constituante. Alors, les combattantes d'Algérie. Le combat des femmes durant la guerre d'Algérie a été souvent occulté sur les plans politiques et culturels. Ça, on l'a déjà dit. Ce sont les écrivaines qui nous les révèlent. Une femme qui écrit vaut son pesant de poudre, écrit Kateb Yassine dans la préface au roman de Yasmina Meshakra, La grotte éclatée. C'est vraiment quelque chose, une femme qui écrit, c'est une bombe. Assia Djebar donne la parole aux femmes pour évoquer l'histoire du pays, la femme sans sépulture. Et Maïssa Bey déclare « Mon écriture est un engagement contre tous les silences ». C'est toujours ce silence qu'elle cherche à combler. Donc Maïssa Bey écrit par exemple « Entendez-vous les montagnes » où elle raconte comment son père a été pris dans un avion et jeté en plein air et comment il est mort et comment elle a souffert. La femme sans sépulture d'Assia Djebar, ces femmes qu'on n'enterre même pas, etc. Donc durant la décennie noire, et là ça continue, 91-2002, comment lutter par le kalam. Donc là, ils se sont rendus compte qu'il y avait l'écriture, que le kalam avait son poids et qu'on pouvait lutter par le kalam. L'Algérie devient un champ de bataille entre forces militaires et le fils. Donc la résistance féminine se fait par l'écriture. Les œuvres vont dévoiler les conditions de vie insoutenables, notamment des femmes. L'écriture d'urgence, c'est une écriture d'urgence, on l'appelait, de nature contestataire, est devenue la plateforme de ces voix réduites au silence. Alors on a par exemple le livre de Malika Mokadem, Des rêves et des assassins, donc ça a un titre déjà en dit long, de Malika Boussouf, Vivre traqué. Là encore, ça montre bien les difficultés de vivre sous ce régime donc, du fils. Et ça continue, donc pour l'exemple de l'Algérie, le Hirak, 2019, pour une deuxième république. Là, nous avons un mouvement mixte avec une forte participation des femmes.
les femmes sont descendues dans la rue avec des pancartes polyglottes, slogans, graffitis, chants qui disent « Rendez-nous notre liberté ». Mais aussi une littérature qui trace, cette littérature, mais aussi une littérature qui laisse une trace écrite dans Vendre dire, de ces données langagières. Vendre dire, donc c'est un recueil de poésie, de chants, Vendre dire en Algérie, de Karima Aït Dahman, et Vendre dire en poésie, de Kedkom Defous. Donc là encore, ce sont ces cris de femmes, des cris de liberté et d'appel à la liberté. Donc on sait que le Hirak, c'était aussi cette revendication, comment ils disent d'ailleurs, septembria, novembria, c'est-à-dire le Hirak est arrivé en septembre, il rappelle le novembre, la révolution, le début de la révolution algérienne. Alors on revient à Tunis, ce printemps de Tunis 2011, et là encore on constate une présence des femmes dans la rue et sur les blogs, et notamment le blog de Lina Belmhani, que tout le monde connaît, blogueuse pour un printemps arabe. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette écriture, c'est une façon aussi de laisser une trace de cette participation des femmes, que l'on n'oublie pas, pour ne pas oublier justement. Et témoignage aussi de 2 députés, j'ai relevé, de l'Assemblée constituante contre les islamistes. Nous avons celle de Nadia Chaben, chronique d'une constituante, où elle note pratiquement mot pour mot tout ce qui a été dit, surtout en ce qui concerne la question des femmes, quand on voulait la femme comme complémentaire de l'homme, et c'était toute une discussion pour savoir s'il fallait mettre égal ou complémentaire. Et là il y a tous les débats, les chroniques d'une constituante, et de Selma Mabrouk également, le bras de fer. C'est le bras de fer justement sur cette question de l'égalité féminine, égalité homme-femme. Et puis l'avocate, dont on entend beaucoup parler en ce moment, Dalila Ben Barak Sadr, je prendrai les armes s'il le faut contre les islamistes. Elle se lance en politique en fondant un mouvement citoyen. Je n'aime pas me battre, mais je suis descendue dans l'arène. Ils ne peuvent pas gagner, ils ne doivent pas gagner. Et elle écrit ce témoignage, un livre aussi qui montre son combat pour la liberté. Donc là, c'est des témoignages très importants, donc ils sont pas... il y a de tout, il y a la grande littérature, comme je parlais tout à l'heure de Sedjebar, de Maïssa Bey, etc. Mais il y a aussi tous les écrits qui sont des témoignages, qui sont des combats par des choses très simples. Puis autre question donc, qui sera soulevée aussi par les femmes, c'est la question de la religion, et notamment de l'islam. L'islam, et il pose ces questions qui fâchent, comme le titre du livre de la Marocaine dont je peux parler. Donc jusqu'au XIXe siècle, la question des femmes et de l'islam n'était pas posée. Avec les réformateurs égyptiens, Qasim Amin et les maghrébins, Tahir Haddad, la question est abordée, mais sans suite. Dès lors, les femmes relisent les Corans, les hadiths, et apportent leur propre interprétation concernant l'égalité, le voile, l'imama et bien d'autres questions. Alors, c'est ça justement le livre dont je parlais, Asma al-Marabat, l'islam et les femmes, islam et femmes, les questions qui fâchent. Donc elle démontre que les discriminations imposées aux femmes au nom de l'islam ne sont pas du tout vérifiables, parce que ce sont des choses qui ont été orientées par les hommes, et qu'on peut les lire autrement. Voilà, d'après Asma al-Marabat, qui est... et puis alors ma grande surprise aussi, c'était la femme imam, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, où j'ai interviewé d'ailleurs, comment être imam, mon islam, ma liberté, paru en 2021. C'est Kehna Bahloul, d'origine algérienne, c'est la première femme imam en France.
Elle se base sur les textes fondateurs et elle revendique le droit d'être imam. Tout ceci dit, il y a aussi à New York des femmes imams, ça existe, mais dans notre pays, par exemple, au Maghreb, on a du mal à avoir une femme imam. Donc relire le Coran et l'orthodoxie islamique, là encore on a deux Tunisiennes, c'est Olfa Youssef, vous avez reçu je crois déjà, le Coran au risque de la psychanalyse, et puis Latifa Al-Akhdar, les femmes au miroir de l'orthodoxie islamique. Donc, deux ouvrages qui démontrent aussi qu'on peut relire autrement les textes religieux. Le voile et les enjeux culturels dans une société imprégnée par le patriarcat, là on a encore des témoignages du corps souillé au corps sacré. C'est-à-dire les adolescentes, on leur dit que si elles sont sans voile, leur corps va être souillé, etc. Et il y a Mariam Salemi qui fait plusieurs interviews de femmes et qui essaie de développer cette idée. Alors enfin, donc septième partie, le Maghreb à l'heure de MeToo, NAZ. Et là, on continue, c'est toujours en marche, le processus de thérapie où on cherche à avancer à chaque fois, à se débarrasser de tout ce qu'on nous imprègne et qu'on nous bloque dès l'enfance sur des questions religieuses ou autres. Eh bien, là, on a le témoignage de Monia Benjmea. C'est un récit du vécu, c'est son vécu qu'elle arrive donc à parler grâce à MeToo. Elle est victime d'inceste et le processus, dit-elle, a mis beaucoup de temps. L'écriture pour moi était thérapeutique. Elle utilise elle-même le mot avant toute chose. Avec le mouvement mondial de la libération de la parole, j'étais tellement émue que je me devais d'agir. Donc elle écrit cet ouvrage, Les siestes du grand-père, où elle parle justement d'un récit d'inceste. Pour résumer, comment mettre des mots sur les mots, c'est ça qui explique un peu cette démarche. La littérature féminine, depuis son émergence, suit une thérapie évolutive. Celle-ci apparaît en 3 étapes. D'abord en essayant d'être soi. Deuxièmement, en cherchant du sens pour comprendre les enjeux cachés. Enfin, en se libérant. Pour ne pas conclure, tout a commencé avec des portraits de femmes sans voix, sans visage et sans aucune place dans l'histoire. Les écrits de femmes sont de véritables cris qui, après plusieurs expériences, essaient pour se connaître et connaître le monde, son histoire et son devenir, arrivent à dire l'indicible. L'indicible. Difficile de dire si ces expériences prennent fin aujourd'hui, car en examinant ces expériences sous l'angle thérapeutique, il semble qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire afin que ce travail sur soi se généralise et porte ses fruits. À ces expériences d'écriture et de lecture, faut-il ajouter celle de la recherche qui trouve par des chemins de traverse le sens caché des choses. Je vous remercie.